Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle Malte Academy. Donc cet après-midi, je suis accompagnée par Emmanuel. Donc je crois qu'Emmanuel, c'est la troisième fois qu'il anime des Malte Academy. Donc Deuxième aujourd'hui, fois, je crois. Deuxième c'est la fois. deuxième? Ouais. Ah, je prends de l'avance. Donc aujourd'hui, c'est sur les progressifs web app. Donc du coup, il va vous en parler dans quelques secondes. Je voulais, moi, faire une petite introduction pour vous parler des Malte Academy. Donc, c'est une initiative qui a été lancée en mars pendant le confinement. Donc, vous pouvez vous-même vous porter volontaire et proposer d'animer des Malte Academy. Je vais vous partager dans quelques secondes le lien vers le site Malte Academy. Sur ce site, vous allez pouvoir voir le programme des prochaines semaines, donc les prochaines formations qui seront proposées. Vous allez pouvoir consulter le replay de toutes les Malte Academy. Donc, il y en a à peu près 200 qui ont été organisées depuis mars. Et du coup, vous allez aussi pouvoir proposer d'en animer vous-même et de devenir speaker comme Emmanuel aujourd'hui. On va faire également un petit test, s'assurer que tout fonctionne bien avant de démarrer. Donc, vous êtes censé voir apparaître à l'écran, donc pour le moment, une slide avec écrit Malte Academy, mais Emmanuel, je pense que tu peux dès maintenant commencer à partager ton écran. Vous êtes censé nous voir tous les deux. Et le son est censé être bon également, donc vous êtes censé pouvoir bien nous entendre. Donc, je vous laisse nous le confirmer dans la partie chat. Parfait, merci Laurent, merci Julien, tout fonctionne correctement. Vous allez pouvoir poser vos questions pendant toute la présentation. Vous avez un onglet, donc pas l'onglet chat, mais plutôt l'onglet questions pour qu'on puisse plus facilement s'y retrouver. Et donc, soit Emmanuel fera des petites pauses pour y répondre pendant la présentation, ou sinon il y répondra à la fin. Je vous souhaite à tous une bonne Malte Academy. Je coupe mon micro et je reviens tout à l'heure pour les questions. Merci Emmanuel. Merci, Fanny. Donc, ouais, n'hésitez pas à poser des questions. J'ai qu'un seul écran, donc j'essaierai de revenir sur la plateforme Livestorm pour y jeter un coup d'œil de temps en temps. Au pire, j'y répondrai à la fin, sans souci. Donc, bonjour à tous. J'espère que vous voyez mon écran. Je ne sais pas si, lorsque vous voyez ce genre de design d'application, vous vous dites sûrement, tiens, ça doit être une application native, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous développez, Android ou iOS. Ça ressemble à une application native, immersive. Ça ressemble pas du tout à une application web. En fait, depuis plusieurs années, on a des standards qui sont disponibles pour nous, développeurs web, pour que l'expérience utilisateur de nos applications se rapproche de plus en plus des applications natives. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant? C'est d'avoir ce côté immersif, de ne pas avoir la barre d'URL du navigateur, de ne pas avoir les contrôles natifs du navigateur, par exemple les trois petits points qui sont en haut à droite pour Chrome, d'avoir la possibilité de lancer mon application web même quand je n'ai pas de connexion, pouvoir recevoir des notifications, pouvoir faire différents traitements avec des technologies web qu'on a l'habitude d'utiliser quand on fait des applications React, Angular, Vue ou n'importe quel framework. Donc, c'est ce qu'on va aborder cet après-midi. Alors, dans le terme Progressive Web App, il y a deux termes. Web App, d'abord. Tout ce que vous connaissez déjà sur le monde du développement web, HTML pour la structure de la page, CSS pour le design de la page et JavaScript pour la dynamisation, ça sera toujours vrai avec Progressive Web App. Donc, il n'y a aucun souci avec ça. Ne commencez pas de zéro. On va utiliser les mêmes technologies que celles que je viens de citer. Ensuite, le deuxième terme, c'est progressive. Alors pour moi, progressive, il y a deux définitions. La première, c'est tous les standards qu'on va aborder pendant cette Malte Academy. On n'est pas obligé de les implémenter d'un seul coup. On n'est pas obligé de se dire, tiens, pendant le sprint prochain, je vais implémenter tous les standards des Progressive Web Apps, comme ça, j'aurai une PWA fonctionnelle. Je peux ne pas faire ça. Je peux dire, tiens, au prochain sprint, j'implémente cette fonctionnalité-là. Dans un sprint suivant, j'en implémente une deuxième. Voilà, je peux étaler ces implémentations dans le temps. Par contre, la deuxième définition que moi je donne du terme progressif, ce qui est la plus intéressante, c'est que les standards que je vais aborder ne sont pour l'instant pas fonctionnels sur tous les navigateurs. Ça, c'est la guéguerre des développeurs JavaScript, c'est de faire fonctionner les applications à la fois sur les evergreen browsers, Chrome, Mozilla et autres, et sur les anciens. Ces API que je vais vous présenter, en fait, on va ne les activer que pour les navigateurs récents.
les navigateurs récents, pardon. Les navigateurs anciens, on va juste ne pas les activer. On aura un fonctionnement dégradé. En fait, le fonctionnement normal de l'application, mais fonctionnel. Seulement les utilisateurs qui ont des navigateurs récents auront une expérience utilisateur améliorée grâce aux API que je vais vous présenter. Donc, grosso modo, on a une application qui fonctionne pour tout le monde. Alors, derrière le terme Progressive Web App, qui déjà pour moi est un terme plutôt marketing, qui a été initié par Google il y a 4-5 ans maintenant, ça regroupe un ensemble de standards, de spécifications web, HTML, JavaScript, qui sont élaborés par l'ensemble des navigateurs du marché, Safari, Google Chrome, Intel, IBM, tout ça. Il y en a plusieurs dans la galaxie PWA. Il y en a même qui étaient déjà là avant la création de ce terme par Google. Donc, on va malheureusement pas toutes les aborder pendant cette Malte Academy. On pourra en discuter pendant les questions, mais on a par exemple la possibilité d'envoyer une notification pour inviter l'utilisateur à revenir sur votre application pour dire tiens, il y a quelque chose de nouveau qui vient d'arriver sur l'application, réouvre-la pour voir le nouveau contenu qui vient d'arriver. On va pouvoir envoyer une notification comme ce qu'on peut faire à l'heure actuelle dans des applications natives. On va pouvoir stocker de la donnée. On a depuis longtemps et compatible cross-navigateur, une base de données NoSQL disponible en JavaScript qui s'appelle IndexDB. Donc, on va pouvoir sauvegarder de la donnée, la requêter, etc., côté navigateur. On va pouvoir mettre en place des bonnes pratiques pour charger dynamiquement l'application. Donc, il y a des nouveaux protocoles qui viennent de sortir sur le protocole HTTP, HTTP2, HTTP3, Quick, ce genre de choses, qui va nous permettre de afficher le plus rapidement possible l'application. Parce que sur une application native, elle est déjà sur le téléphone, donc quand je la lance, c'est quasi instantané. Donc, on va essayer de mettre en place des choses dans une PWA pour essayer d'y arriver. L'HTTP2, c'est pas la seule solution. Il y en a d'autres. La deuxième solution, c'est la Cache API. Cache API et le Service Worker, que je vais aborder pendant cette présentation. C'est grosso modo pouvoir mettre en cache programmatiquement, contrairement aux caches que vous avez l'habitude d'utiliser ou de voir quand vous faites des requêtes HTTP, mettre en cache programmatiquement certaines ressources statiques pour éviter des allers-retours serveurs à chaque fois que l'utilisateur va réouvrir votre application. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire avec la cache API et via un fichier JavaScript qui est un peu spécifique qu'on appelle les service workers, que j'ai l'habitude d'appeler un peu l'épine dorsale d'une progressive web app parce que pratiquement tout va passer par ce fichier-là. Et d'autres systèmes également, Background Sync, que je vais aborder rapidement en fin de présentation, qui est la possibilité d'exécuter des actions qui sont importantes pour votre business, même quand l'utilisateur n'a plus de connexion. Par exemple, si j'ajoute un produit au panier, si je fais un site e-commerce, et si malheureusement, quand je clique sur ce bouton-là, je suis hors connexion, j'ai pas envie de perdre l'action de l'utilisateur qui a ajouté un produit au panier parce que c'est important pour mon business. Mais donc, je peux mettre en place ce qu'on appelle les background sync, c'est le navigateur qui sera en charge d'exécuter cette action en background quand il va détecter que la connectivité est revenue sur le téléphone de l'utilisateur. Et enfin, le dernier point, mais il y en a d'autres, hein, il y a 3 petits points à la fin, c'est le projet Fugu. Alors ça aussi, c'est un terme marketing, hein, Google, ils sont forts pour ça. C'est un ensemble de standards également, spécifications supplémentaires qui rajoutent des contrôles, qui rajoutent des automatismes, qui rajoutent des interfaces permettant de faciliter le développement d'applications. Donc, par exemple, on a des API pour gérer le paiement qui nous ouvrent à une interface graphique uniforme pour tous les sites pour pouvoir dire, OK, tu veux payer, voici les produits que tu as sélectionnés, est-ce que tu veux mettre une carte bleue, ce genre de choses. Donc, il y a des contrôles natifs maintenant dans certains navigateurs que vous pouvez utiliser. Il y a la possibilité, là, il y a le portal API, il y a pouvoir recevoir des SMS, par exemple. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré ça, mais quand vous vous inscrivez sur un site ou une plateforme, des fois, vous recevez un SMS avec un code OTP que vous devez copier-coller et mettre dans l'application sur laquelle vous voulez vous connecter.
En fait, en JavaScript, vous pouvez écouter la réception de ce message-là, extraire l'information que vous voulez et automatiquement récupérer ce code OTP et le mettre dans le bon endroit dans votre application. Je sais que certaines applications natives le font déjà, mais en fait, on peut également le faire en web à l'heure actuelle. Donc voilà, dans le projet Fugu, il y a pas mal d'API disponibles pour étendre les fonctionnalités du web, en tout cas. Alors, avant d'aborder tout ça, me présenter rapidement, je m'appelle Emmanuel, je suis consultant freelance depuis le mois de mars, depuis peu de temps. J'ai 2 spécialités, orienté web et orienté également Elasticsearch. Je pense que la première Malte académique que j'ai donnée, c'était sur du Elasticsearch, mais je me trompe peut-être. Je fais des missions de développement, de conseil et également de la formation sur les sujets web de manière générale, Progressive Web App, Angular, React et autres. Alors, je me suis intéressé au Progressive Web App il y a maintenant 3 ans, le temps passe vite, 4 ans, je dirais même. J'avais proposé un Code Lab à Devoxx France sur ce sujet-là. Donc, c'est grâce à ce Code Lab que j'ai pu creuser le sujet et j'avais une envie depuis quelque temps, c'était d'écrire un ouvrage. J'ai eu l'occasion d'être en relation avec les maisons d'édition ENI, il y a quelques années. Donc, je les ai recontactés en novembre de l'année dernière, 2019, pour un projet de livre sur les Progressive Web Apps qui est sorti en août, il n'y a pas longtemps. D'ailleurs, écoutez bien, j'en ai aucun doute, écoutez bien la présentation parce que j'ai sûrement posé une question, si j'oublie pas, en tout cas Fanny va me le rappeler si j'oublie. Je vais sûrement poser une question à la fin pour faire gagner un exemplaire. Donc voilà, et soyez à l'écoute en tout cas. Alors, je ne vais pas aborder toutes les API, comme je l'ai indiqué. Le premier que je vais présenter, c'est le fichier manifeste. Le fichier manifeste, c'est juste un fichier de métadonnées au format JSON dans lequel on va définir des informations de l'application. Donc, l'application en elle-même, ces informations-là, elle ne va pas les utiliser, mais c'est la plateforme que vous utilisez en tant qu'utilisateur qui va les manipuler. Donc, grosso modo, c'est votre navigateur, que ce soit Chrome, Safari, Firefox ou autre. Quel type d'informations on va pouvoir mettre? On va pouvoir définir les noms, un nom court, l'URL de départ, les icônes. En fait, ce qu'il faut garder en tête, c'est que le but d'une Progressive Web App, c'est d'avoir, grosso modo, un raccourci vers votre application web sur l'écran d'accueil de votre téléphone. Donc, qui dit raccourci sur l'écran d'accueil de votre téléphone dit je dois avoir un nom, parce que le nom est affiché juste en dessous de l'icône. Je dois avoir un set d'icônes, parce que ce soit sur Android, que ce soit sur des iOS, que ce soit sur des Samsung, la dimension de l'image et la densité de l'image, les écrans Retina ou pas, ce genre de choses, l'icône sélectionnée ne sera pas la même. Donc vous allez définir un set d'icônes et c'est la plateforme, donc Android ou iOS, les navigateurs, qui va choisir la bonne image en fonction de l'endroit où cette image doit être affichée. On a également la start URL. Donc la start URL, c'est grosso modo quand je vais cliquer sur l'icône lorsque je suis sur ma page d'accueil, mon écran d'accueil de mon téléphone, vers quelle page je souhaite aller. Donc, souvent, c'est la page principale, c'est la page, pour les développeurs web, c'est la page index.html, mais on pourrait mettre autre chose. L'une des pratiques qu'on voit souvent, c'est de rajouter un paramètre dans l'URL. Ça, c'est à des buts analytics. C'est pour savoir dans Google Analytics ou dans votre solution de tracking de l'utilisateur, de savoir combien de pourcentage d'utilisateurs de la vraie application web hébergée sur un serveur et sur lequel j'interagis via un navigateur avec une barre d'URL, versus les utilisateurs qui utilisent mon application web via une Progressive Web App. Donc, le fait de rajouter un paramètre dans l'URL, dans mes analytics, je vais voir que tous les utilisateurs qui arrivent sur la page via l'URL index.html, point d'interrogation, et
le query parameter qu'on voit ici, UTM source. Vous mettez ce que vous voulez. Hein, là, j'ai copié-collé ce snippet de code de la documentation de Chrome. Bah, on va savoir que c'est des utilisateurs d'une Progressive Web App. Donc, en fonction de ça, vous pouvez faire des statistiques ou définir des actions à mettre en place. La dernière propriété que j'aborde ici, c'est display. C'est pour savoir, est-ce que lorsque votre application sera lancée, est-ce qu'elle doit être lancée en mode portrait? Non, j'allais dire une bêtise, pardon. En mode standalone, c'est-à-dire, est-ce que je veux la barre d'URL du navigateur? Est-ce que je veux avoir les contrôles ou tout ça? Je peux l'avoir en mode full screen, je peux avoir en mode browser. Donc là, dans ce cas-là, il y aura la barre d'URL qui va s'afficher. Donc, grosso modo, c'est comment ma Progressive Web App va s'afficher lorsque je vais cliquer sur l'icône de mon écran d'accueil. Donc, il y a d'autres propriétés. Là, il y en a 5. Il y en a d'autres. On peut définir le mode d'affichage, que c'est portrait ou landscape. On peut définir est-ce que j'ai une application native associée à ma PWA. On peut définir le système pour les notifications. On peut définir pas mal de métadonnées dans ce fichier-là. Mais les principales, en tout cas, c'est celles que vous voyez à l'écran. Donc, ce fichier-là, vous l'écrivez à la main. Il y a des validateurs en ligne qui existent pour vérifier si vous n'avez pas de coquilles. Vous avez des générateurs d'images. Si vous avez une image d'origine et que vous voulez la convertir pour avoir des images sur toutes les dimensions possibles, il y a des générateurs qui existent en ligne pour le faire. Donc, une fois qu'on a ce fichier manifeste, on va pouvoir l'enregistrer dans votre fichier index.html. Il y a une balise méta à ajouter. Et automatiquement, ce fichier va pouvoir être géré, lu par le navigateur. D'ailleurs, pour vérifier si votre fichier manifeste est bien enregistré, dans la console de navigateur que vous utilisez, que ce soit Chrome, Firefox ou autre, il y aura un onglet spécifique pour le manifeste où vous allez pouvoir relire visuellement toutes les informations que je viens de citer dans le fichier JSON. Donc, c'est un bon moyen de savoir si le fichier a bien été enregistré et s'il n'y a pas de coquilles dans les chemins des images ou ce genre de choses. Donc là, la première chose à mettre en place, le premier API standard que je viens de présenter, c'est assez simple à mettre en place. C'est juste des métadonnées à définir. Maintenant, on va voir deux autres API, la cache API et le fichier principal d'une PWA, le service worker. On va voir ce qu'on peut mettre en place avec ces deux API, pardon. La cache API, comme son nom l'indique, c'est une API qui va nous permettre de mettre en cache programmatiquement, je redis le terme programmatiquement, donc en écrivant du code JavaScript, de mettre en cache des requêtes HTTP et des réponses HTTP. Donc, grosso modo, la cache API, c'est quoi? C'est une HMAP, un gros objet JavaScript, où la clé de l'objet, c'est la requête HTTP, et la réponse, c'est la valeur de cette clé-là, c'est la réponse HTTP que j'ai reçue. C'est ni plus ni moins que cette structure-là. Cette cache API qu'on peut utiliser dans vos applications ou dans le service worker que je vais aborder juste après. L'API est assez explicite, les noms des méthodes en tout cas sont assez explicites. Je vais commencer par la dernière, du bas vers le haut. Je peux supprimer une entrée du cache. Donc en fait, le premier paramètre, vous voyez, c'est à chaque fois la requête, parce que c'est la clé qu'on va utiliser pour mettre quelque chose en cache. Donc je vais pouvoir supprimer quelque chose du cache. Je vais pouvoir ajouter quelque chose du cache grâce à la méthode put. La méthode add et add all, ça va ajouter quelque chose en cache. Mais en fait, là, vous voyez que je ne passe pas la réponse en deuxième paramètre, je passe juste la requête. Et le fait de faire le cache.add ou le cache.add_all, ça va faire physiquement la requête. Donc, il y aura une requête réseau qui sera réalisée. Et une fois que la requête réseau sera retournée et que je récupère la réponse sera automatiquement mise en cache par cette API. Donc, grosso modo, le add et add all, c'est comme si vous faisiez un fetch pour récupérer la ressource statique. Et lorsque ce fetch est terminé, de faire un cache.put pour la mettre en cache. Mais là, en une seule ligne, vous avez fait le même traitement. Et enfin, les deux dernières méthodes, match et match all, c'est grosso modo pour vérifier si j'ai une entrée dans mon cache correspondant à la requête que je passe en paramètre.
Tous ces traitements sont des traitements asynchrones. Donc, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de manipuler les traitements asynchrones en JavaScript, on va manipuler des promises. Donc, une fois que le match all est terminé, ma promise sera résolue et la donnée que je vais récupérer, soit c'est la réponse qui a été mise en cache au préalable, si elle existe. Si elle n'existe pas, je vais récupérer undefined, la valeur par défaut en JavaScript. Donc l'API est assez simple de compréhension. Les deux premières, c'est pour lire. Les add all et put, c'est pour ajouter. Et delete, c'est pour supprimer. Donc là, c'est bien, on peut mettre ça en cache, mais on va voir des cas pratiques dans le service worker. Alors, le service worker, l'élément principal d'une PWA, c'est un fichier JavaScript. Alors, c'est un fichier JavaScript un petit peu à part. C'est pas comme un fichier JavaScript quand vous faites du Angular, du Vue, etc. C'est un fichier qui aura un cycle de vie différent. Je m'explique. Quand je fais du Angular, si je prends l'exemple du Angular, quand j'écris du JavaScript, mon JavaScript s'exécute quand je vais sur la page demandée. Une fois que ma page n'existe plus, j'ai fermé l'onglet, j'ai fermé mon navigateur, le fichier JavaScript n'existe plus. Les données que j'avais dedans ont été réinitialisées. Parce que le cycle de vie d'un fichier JavaScript, c'est le cycle de vie de la page. Si la page n'existe plus, le fichier JavaScript n'existe plus également. Le service worker, c'est différent. Le service worker, on va l'enregistrer, vous allez voir juste après, et ce service worker va s'exécuter en background, en tâche de fond, de manière totalement décorrélée de votre application principale. Déjà, ça, c'est un avantage, parce que tous les développements que vous allez faire dans votre service worker, vous allez le faire dans ce fichier-là et pas dans votre application. Donc, il y a moins d'impact de casser quelque chose dans votre application principale. Vous allez vraiment modifier le fichier service worker directement. Et donc, il y aura un cycle de vie différent. Même si l'onglet de mon navigateur est fermé, même si mon téléphone est dans ma poche en veille, je ne sais quoi, le service worker sera toujours à l'écoute, toujours actif. Bien évidemment, il y a un timeout, au bout d'un moment, le navigateur fait le ménage, mais le service worker reste toujours actif. Et c'est grâce notamment à ce service worker, une petite aparté, qu'on va pouvoir recevoir des notifications. Une notification, je souhaite la recevoir, même si je suis pas sur le site à l'instant T, même si mon téléphone est dans la poche. C'est grâce à cette spécificité du service worker qu'on va pouvoir le faire. Mais l'utilisation principale de ce service worker-là, c'est en termes de proxy. Dans ce que je vais vous présenter juste après, il faut voir vraiment un service worker comme un proxy entre votre application web et l'extérieur. Toutes les requêtes qui partent du navigateur pour aller vers l'extérieur, je dis bien toutes les requêtes d'API, les requêtes pour récupérer des ressources statiques, que ce soit des images, des CSS, des fontes ou autres, vraiment toutes les requêtes vont passer pour ce service worker. Vous allez pouvoir les intercepter, vous allez pouvoir les modifier, vous allez pouvoir également ne rien faire avec, si vous voulez. Il faut vraiment voir ça comme un proxy. Et grâce à cette fonctionnalité, vous allez pouvoir ensuite récupérer la réponse. Parce que là, on intercepte les requêtes, mais on va également intercepter les réponses. Donc, le fait de pouvoir intercepter ces deux types d'objets, on va pouvoir rajouter des éléments en cache au fur et à mesure que l'utilisateur navigue sur votre site. Donc, on va aborder un premier use case, c'est comment je vais faire pour mettre en cache les ressources statiques de l'application. Donc là, je n'aborde pas encore les données métiers, etc. Vraiment les ressources statiques, l'index.html, les CSS, JavaScript et tout ça, pour donner l'impression que l'application se charge rapidement. Parce que si toutes les ressources statiques sont déjà en cache sur le téléphone de l'utilisateur, lorsque l'utilisateur va recliquer sur l'icône et va réouvrir l'application, il n'y aura pas d'appel de réseau du tout. L'application va se charger rapidement parce que tout est déjà dans le navigateur. Bien évidemment, si ensuite l'appel API prend du temps, l'expérience utilisateur en sera dégradée. Mais en tout cas, on a optimisé le temps de chargement du layout, on appelle ça l'app shell, le layout principal de l'application. Donc, on va essayer de faire ça comme première étape. Tout à l'heure, quand j'ai parlé du service worker, j'ai indiqué qu'il va falloir l'enregistrer. Donc là,
Ce snippet de code, alors c'est pas le seul, il y en aura un en fin de présentation, mais c'est le seul snippet de code qui doit être implémenté dans votre application principale. Donc là, je suis dans votre fichier JS de Vue, Angular ou React. Je vais enregistrer mon service worker. Donc vous voyez, alors je ne sais pas si vous voyez ma souris, je ne pense pas, avec le partage d'écran, mais j'ai un navigateur pour un service worker pour un register, et je passe en paramètre l'URL pointant vers le fichier JavaScript que je vais implémenter à côté. Donc là, j'ai juste une idée console.log pour vous montrer que c'est des traitements asynchrones, mais vous n'êtes même pas obligé. Une petite subtilité, c'est qu'avant de faire ce register, j'ai une condition if. Rappelez-vous du terme progressive qui indiquait que l'application, on veut qu'elle soit fonctionnelle pour tous les navigateurs. Ben, on va d'abord vérifier est-ce que mon navigateur supporte cette API-là avant de l'appeler. Parce que si on ne le fait pas, pour les vieux navigateurs, on aura des erreurs parce que le service worker, lui, il n'est pas défini. Donc là, on indique, on va enregistrer le service worker seulement pour les navigateurs qui le supportent. Pour les autres, bon, on aura une application normale comme celle qu'on avait avant de commencer le développement du PWA. Ça, c'est ce qu'on appelle de la feature detection. Encore une fois, ce n'est pas un terme spécifique au PWA. On faisait déjà ça avant. Donc, on va aborder le cycle de vie d'un service worker avant d'aborder ensuite les éléments qu'on souhaite mettre en place. Alors, n'hésitez pas à poser des questions, parce que je vois qu'il y a un onglet chat où il y a du monde, il y a un onglet questions. Je regarde que l'onglet questions de temps en temps. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre ici. Alors, donc là, les snippets que vous allez voir à partir de cette slide-là, on est dans le fichier sw.js. Vous le mettez comme vous voulez. Hein. Tout à l'heure, je l'ai enregistré en sw.js. On se situe dans ce fichier. On va pouvoir écouter des événements du cycle de vie du service worker. Les principaux, c'est install, fetch et activate. Alors, je vais d'abord install, en fait, c'est lorsque mon service worker est enregistré pour la première fois pour une version donnée. Le service worker va émettre l'événement install et donc automatiquement le navigateur va exécuter la fonction qui est passée en deuxième paramètre. On va voir un cas d'utilisation tout à l'heure. Avant d'aborder le fetch, je vais aborder le activate. Comme j'ai indiqué tout à l'heure que le cycle de vie d'un service worker est différent d'un script JavaScript normal, en fait, si à l'instant T, la première fois que j'ai ouvert mon site, j'avais la V1 de mon application, donc j'ai mon service worker en V1 également. Imaginons que, comme le cycle de vie, ce service worker-là reste à l'écoute en tâche de fond, il se détruit pas tout seul. Si je reviens dans 15 jours et qu'entre-temps, il y a eu une V2 de l'application, je vais enregistrer la V2 de mon service worker et grosso modo, j'arrive à avoir deux versions différentes de mon service worker qui pourraient être actifs et qui pourraient intercepter des requêtes, qui pourraient faire des traitements qu'on ne souhaite pas en fait. Et donc ça, en fait, c'est interdit. À l'instant T, un et un seul service worker peut être activé, pas deux. Donc en fait, à minima, pour que la V2 de mon service worker soit activée, il faut que tous les onglets tous les onglets que j'ai éventuellement ouverts de mon service worker, de mon site et tout ça, soient fermés pour que ensuite, quand je vais recharger ma page, la nouvelle version soit installée et soit activée. Il y a d'autres mécanismes programmatiques pour le faire. Là, je vais expliquer juste la manière un peu à la main. Mais programmatiquement, on peut forcer le chargement de la V2 programmatiquement. Donc, une fois qu'un service worker est vraiment utilisé et activé, il y a l'événement activate qui est émis. Donc ça, ces deux événements-là sont juste appelés qu'une seule fois. Quand le service worker est installé et quand il est enfin actif pour mon utilisateur. Ensuite, toutes les requêtes qui partent du navigateur pour aller vers l'extérieur vont passer par l'événement fetch. Donc, si mon navigateur envoie 3 requêtes pour télécharger 3 ressources statiques, mon événement fetch va être émis 3 fois. Et dans le paramètre event que vous voyez ici, je vais avoir un event.request qui va me permettre de manipuler la requête qui vient d'être demandée. Donc, ce sera les 3 requêtes pour mes 3 ressources statiques.
Donc, c'est dans ce fichier-là, c'est dans cet événement-là, pardon, qu'on va pouvoir définir les traitements qu'on souhaite implémenter. Est-ce qu'on veut mettre en cache? Est-ce qu'on peut mettre en cache? Si on veut mettre en cache, quelle stratégie on veut utiliser? Si on a des données qui doivent être mises à jour souvent, ce genre de choses. Donc, c'est vraiment dans la méthode fetch qui est le plus important du développement. Ce qu'il faut retenir pour les prochaines slides, c'est que c'est un fichier JavaScript. Donc, on va manipuler programmatiquement un système de cache. On peut faire des traitements spécifiques en fonction de la requête, de l'URL de la requête qui vient d'être envoyée. On peut mettre en place des stratégies différentes. On a accès au langage JavaScript. Donc, on peut extraire du code dans des fonctions. On peut avoir des conditions if. On peut faire vraiment pas mal de choses. Il y a certaines contraintes. Un service worker ne peut pas manipuler le code HTML, par exemple, pour des raisons de sécurité. Et il n'y a pas accès. Mais en tout cas, avec le langage JavaScript en lui-même, on peut faire pas mal de choses. Avant d'avoir la question en fin de présentation, un service worker ne peut être utilisé si et seulement si le site est servi via une connexion sécurisée en HTTPS. À mon avis, vous allez vite comprendre pourquoi. C'est comme le service worker fait office de proxy, il va intercepter toutes les requêtes pour faire un traitement. S'il y a un petit malin qui arrive à faire une attaque man in the middle, qui intercepte via le réseau ce service worker-là pour le modifier, pour intercepter toutes les requêtes, pour les envoyer sur un autre serveur, ça ne va pas être top. Donc, un service worker ne sera activé par le navigateur que si le site lui-même est servi via une connexion sécurisée. De toute façon, c'est une manière générale maintenant dans toutes les nouvelles API, que ce soit la géolocalisation, etc., il oblige une connexion sécurisée. Donc, c'est le cas également pour le service worker. Donc, on va implémenter maintenant l'App Shell. Alors, je réponds à la question de Marc. Si l'utilisateur vide son cache navigateur, ça impacte le SW. Ça n'impacte pas le SW, mais ça impacte les données que tu as mis en cache. Le service worker reste actif. Mais si tu as mis, entre-temps, des données en cache programmatiquement, en fonction de ce que tu supprimes, souvent dans les navigateurs, tu peux supprimer différentes choses. Tu as le choix de soit supprimer tout le cache, soit supprimer que les cookies, soit en fonction de si tu supprimes tout, les données que tu as mis en cache vont être supprimées également. Je rebondis dessus. Dans les DevTools de Chrome ou Firefox, dans l'onglet Applications, vous avez une entrée cache où vous allez voir toutes les données, toutes les requêtes qui ont été mises programmatiquement en cache par la cache API qu'on va manipuler juste après. Donc, c'est un bon moyen de débugger pour savoir ce qui est en cache et ce qui n'est pas en cache. Donc, comme premier exemple, on va essayer de mettre en cache le layout de la page. Donc là, une application très simple avec Material Design. Je vais juste mettre en cache les carrés rouges, grosso modo, c'est le layout de la page. Je ne vais pas mettre en cache la donnée. Je vais mettre vraiment en cache le top menu, la couleur de la CSS, le menu, le burger menu avec ce menu latéral, pour donner l'impression que l'application se charge rapidement quand l'utilisateur clique sur l'icône. Alors, pour cela, on va aborder les trois événements qu'on vient de décrire. Install, Activate et Fetch. Donc, lors de l'interface, alors, pour donner les crédits de ces schémas, c'est pas moi je suis pas très mauvais pour faire des schémas. Donc, j'ai repris ces schémas d'un article de Jake Archibald sur le blog des développeurs Chrome. Donc, je redonne les crédits à Jake Archibald sur ce sujet. Donc, lors de la phase d'installation, je cherchais le sujet que je devais aborder. Lors de la phase d'installation, on va indiquer au service worker de mettre en cache les ressources statiques de l'application. Donc là, on est dans le service worker. On a le même événement install qu'on a vu tout à l'heure. Et juste au-dessus, on a un tableau de ressources statiques. J'ai fait très simple. Je fais 3 fichiers. Bien évidemment, ce n'est pas à vous de maintenir cette liste à la main parce que ce serait difficile à gérer. Il y a pas mal d'outils, que ce soit avec Webpack ou autre, qui automatisent cette liste de ressources statiques à chaque fois que vous buildez l'application. Mais là, c'est juste pour vous montrer un exemple sans outillage, sans rien. J'ai un tableau de ressources statiques que je souhaite mettre en cache. Et lorsque mon service worker sera installé,
enregistrer. Je vais ouvrir le cache que j'ai nommé cache 1. C'est une bonne pratique de versionner son cache et éventuellement d'avoir des caches différents en fonction du type de données qu'on manipule. Peut-être que j'ai envie de mettre mes ressources statiques dans un cache. J'ai peut-être envie de mettre mes ressources d'API dans un autre cache pour éviter qu'ils se marchent sur les pieds. J'ouvre les caches que je souhaite manipuler. Comme c'est un traitement asynchrone, je vais récupérer le résultat dans la méthode Zen. Et donc là, ce que je fais, c'est que je vais mettre tous les fichiers que j'ai définis plus haut dans le cache que je viens d'ouvrir. Donc là, on retrouve la méthode add-all qu'on a vue tout à l'heure. Le fait d'appeler cette méthode, ça va faire vraiment la requête HTTP. Une fois qu'il a la réponse, va la mettre en cache pour un usage ultérieur. Donc là, pour l'instant, notre application ne fonctionne toujours pas offline. On met juste en cache des données. Vous allez voir souvent le e.waitUntil. C'est pour dire au service worker qu'on va lancer un traitement asynchrone. Et en fait, si ce traitement asynchrone tombe en erreur lors de la phase d'installation, le service worker ne sera pas utilisable. Il y aura une erreur, et si un navigateur détecte que lors de l'enregistrement d'un service worker, il y a eu une erreur, le service worker ne sera pas du tout utilisé. J'essaie de répondre à la question de Guillaume. Dans ton exemple, cache, c'est une globale. Oui, pardon. Cache, c'est l'API globale, tout à fait. Oui, tout à fait. C'est dans l'API cache. Je l'ai pas listé dans les méthodes tout à l'heure parce que c'était pas les méthodes les plus importantes, mais en effet, c'est un objet global. Donc là, on a des données en cache. C'est bien, mais on va vouloir les utiliser. Avant de les utiliser, je reviens sur le mécanisme d'activation. C'est que au bout d'un moment, j'ai un service worker qui ne sera plus à utiliser parce que ce sera une vieille version. Il est peut-être intéressant de faire le ménage et de supprimer les ressources statiques qui ont été mises en cache et qui ne sont plus nécessaires. Pourquoi c'est important? C'est parce que le navigateur alloue une taille minimale par nom de domaine pour éviter de prendre tout l'espace disque disponible. Il alloue une taille minimale et si on dépasse cette taille minimale, il va émettre des erreurs. Donc on a des pratiques pour étendre cette capacité-là, c'est possible, mais je trouve que c'est quand même une bonne pratique de faire le ménage à chaque fois qu'on redéploie notre application et à chaque fois que j'ai une nouvelle version de mon service worker. Donc si vous avez compris les 3 phases du cycle de vie, on va implémenter ça dans la méthode Activate. Donc là, c'est un peu barbare. Grosso modo, vous copiez-collez ce code-là et puis vous le mettez dans votre service worker. Il n'y a pas de contenu dans cette fonction-là qui dépend de mon use case à moi. C'est vraiment un truc générique. Qu'est-ce qui fait vous vous souvenez de mon cache name tout à l'heure, ici, le nom de mon cache. Donc, imaginons que mon service worker V1, il avait un cache qui s'appelait cache-1. Je redéploie une nouvelle version et j'ai, via des outils, via Webpack, via Rollup ou autre, j'ai incrémenté le nom du cache ou j'ai changé son nom, ce genre de choses. Donc, j'ai un deuxième cache avec un autre nom qui doit être créé. Ce que je vais faire, c'est que lors de la phase d'activation, je vais aller récupérer tous les noms des caches que j'ai à l'instant T disponibles. Et une fois que je les ai récupérés, je vais filtrer pour ne garder que les caches dont le nom est différent de celui que je souhaite utiliser maintenant, grâce à la cache name. Une fois que ce traitement est filtré, j'appelle la même méthode que tout à l'heure. Pas exactement la même méthode, parce que là, c'est vraiment pour supprimer un cache en entier. Donc, j'appelle le même variable global cache au pluriel, où je supprime les caches qui sont plus nécessaires. Donc là, c'est une bonne pratique d'avoir ce snippet de code pour faire le ménage à chaque fois que vous déployez. Concernant le nom du cache, il y a des bonnes pratiques qu'on peut mettre en place, soit le timestamp du déploiement, soit un peu plus compliqué à implémenter, mais ça peut être un hash en fonction du contenu du fichier des ressources statiques que vous voulez mettre en cache. Mais bon, un timestamp avec le déploiement, c'est aussi, ça fonctionne également. Donc c'était très bien. On a les choses en cache, on a fait le ménage pour supprimer les anciennes données. Maintenant, on va utiliser cette API.
Donc là, on aborde la troisième événement, l'événement de fetch, pardon. Là, qu'est-ce que j'indique? C'est est-ce que on retrouve la méthode match de tout à l'heure, est-ce que dans mon cache, j'ai une requête, j'ai une entrée qui correspond à la requête qui va être envoyée. Comme c'est un traitement asynchrone, je récupère éventuellement la réponse dans la méthode Zen. Et donc là, ce que je fais, c'est soit je retourne cette réponse, si elle est définie. Si elle n'est pas définie, je fais la vraie requête physiquement avec la méthode fetch JavaScript pour faire des requêtes HTTP. Donc là, toutes mes données qui ont été mises en cache au préalable seront retournées directement. Mais si j'ai d'autres requêtes qui n'ont pas été mises en cache tout à l'heure, il y avait la vraie requête qui va être envoyée tout de même. Donc mon application va toujours être fonctionnelle. Donc si on reprend l'exemple de tout à l'heure ici, là, tout sera mis en cache, sauf sûrement le contenu, là, la liste des articles. Donc cette liste des articles va être récupérée via le fetch qui est ici. Vous voyez ici qu'on manipule vraiment du JavaScript, hein, donc on fait ce qu'on veut, on a différentes stratégies possibles. Je vais passer un peu rapidement parce que je ne pensais pas prendre autant de temps, ça passe tellement vite. La stratégie que je viens de vous présenter dans la documentation de Chrome, ils appellent ça le cache falling back to network. C'est je vérifie d'abord dans le cache, et si dans le cache la donnée n'y est pas, je fais la requête sur le réseau. Il y a d'autres stratégies, mais en fait, je ne vais pas dire que c'est open bar, hein, mais comme on écrit du JavaScript, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et ces stratégies peuvent être activées en fonction de la requête qui est en train de faire. Vous pouvez vous dire, tiens, si c'est une requête qui respecte ce pattern-là, j'applique telle stratégie. Si c'est une requête qui respecte ce pattern-là, j'en applique une autre. Si c'est un troisième cas, j'en applique une troisième. Donc vraiment, c'est à vous de définir ce que vous voulez. Donc là, c'est des exemples. Hein. Je peux dire que pour un certain type de données, je ne fais appel qu'au réseau. Vous allez voir que les snippets de code sont assez explicites en fait. Si je fais des appels au réseau, je n'ai pas mon code comme tout à l'heure, je fais la vraie requête fetch. Mon service worker, là, en fait, pour ce use case-là, fait juste passe-plat entre mon navigateur et l'extérieur. Je peux faire du cache et network race. Ça, c'est bien quand j'ai des données qui sont mis à jour. Des données. Je prends l'exemple souvent de Twitter. Quand je lance Twitter, je sais pas vous, mais il m'affiche d'abord les tweets que j'ai lus sûrement 3 heures avant, que j'ai déjà téléchargés. Et en background, il fait vraiment la requête. Et une fois qu'il a récupéré le résultat, il m'affiche un petit bandeau pour dire swipe vers le haut, ou swipe vers le bas plutôt, pour me dire que j'ai des nouveaux tweets qui viennent d'arriver. C'est à peu près le même principe. Je vais vérifier en même temps est-ce que j'ai de la donnée en cache ou sur le network. Donc, bien évidemment, si les données étaient mises en cache au préalable, c'est lui qui va répondre le plus rapidement parce que je n'ai pas d'appel réseau à faire. Et donc, c'est cette donnée-là qui va être envoyée au navigateur. Mais comme en même temps, je fais la vraie requête au network, rien m'empêche ensuite de récupérer la nouvelle donnée avec les nouveaux tweets envoyés et ensuite les mettre en cache pour une prochaine utilisation. Donc, dans ce cas-là, on a une API pour ça en promise.ini où on dit exécute-moi ces deux requêtes et c'est la première qui répond, qui grosso modo qui gagne, le résultat sera retourné à mon navigateur. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que la méthode fetch, rien ne m'empêche de rajouter un point zen juste après pour récupérer le résultat, pour le remettre en cache pour un usage ultérieur. Donc là, on aurait pu faire ici, si je récupère la réponse en paramètre du zen, j'aurais pu faire un cache.put de event.request et virgule la réponse que je viens de récupérer. Comme ça, la prochaine fois que je vais arriver sur le site, j'aurai les dernières données assez fraîches de mon application. Dernière stratégie, c'est là quand vous souhaitez absolument des données, les données mises à jour. C'est votre première solution. Vous allez d'abord faire appel au network et vraiment si le network n'est pas disponible, si vous êtes offline, là vous allez fallbacker, je ne trouve pas le terme français, vous allez partir sur le cache pour récupérer de la donnée qui n'est peut-être pas fraîche, qui est peut-être ancienne, mais au moins de la donnée.
Voilà un exemple, mais je pense que vous avez compris. Je fais la vraie requête et si j'ai une erreur, grâce à la méthode catch, bah, je récupère éventuellement la donnée qui était en cache. Si j'ai pas de données en cache, bah, mon navigateur va rien recevoir et j'aurai, si c'est une ressource statique, bah, j'aurai mon design qui sera peut-être un petit peu cassé ou ce genre de choses. Donc là, on a vu le fichier manifeste, on a vu un service worker auquel on pouvait mettre en cache des ressources statiques ou qu'on pouvait implémenter dynamiquement une mise en cache en fonction des requêtes qui étaient envoyées, etc. On a indiqué que le service worker doit être est activable si et seulement si l'application est servie via une connexion sécurisée. Et si vous avez ces trois critères, on a une progressive web app. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Alors, ça dépend des navigateurs, ça dépend des versions. C'est un screenshot que j'ai pris d'une recherche rapide tout à l'heure, hier. Vous avez cette invitation qui va s'ouvrir. Ça a changé sur Chrome, donc c'est pas exactement la même. Cette invitation qui va s'ouvrir vers le bas pour dire est-ce que vous voulez installer un raccourci vers ce site, developer.chrome.com. Est-ce que vous voulez ajouter un raccourci sur votre écran d'accueil? Donc là, on retrouve Chrome Dev Summit 2004. Ça, c'est le nom qu'on a mis sur le fichier manifeste. On retrouve un logo également, l'icône, qu'on a mis également dans le fichier manifeste. Donc, c'est ces informations-là qui sont utilisées pour construire cette interface que le navigateur vous ajoute. Alors, le service worker fait d'autres choses. Tout à l'heure, j'ai parlé du background sync, parce que là, c'est bien, c'est qu'on a nos données qui sont en cache. Bon, grosso modo, pour la lecture, il n'y a pas de problème. On peut tout mettre en cache. Et si on veut faire de l'écriture, si on a des actions très importantes qu'on ne veut pas perdre si l'utilisateur n'a pas de connexion, comment on peut mettre ça en place? Donc, il y a une API qui est disponible, qui n'est pas encore supportée par beaucoup de navigateurs. C'est pour l'instant les navigateurs qui se basent sur Chromium, mais je voulais quand même en parler. C'est la background sync. Donc là, le SW register, le SW registration, pardon, partez du postulat que c'est l'objet qui est retourné lorsque j'ai fait mon register de mon service worker. Donc là, ce snippet-là, je suis dans l'application principale, je suis dans mon code Angular, on va dire. À tout moment, je vais pouvoir dire, tiens, cette action-là, le fait d'ajouter un produit à mon panier, c'est un truc important pour moi. Je vais, au lieu de faire le traitement physique maintenant, là, mon fetch ou mon traitement, mon appel API, je vais dire enregistre-moi une demande de synchronisation qui s'appelle myFirstSync, mais vous pouvez l'appeler comme vous voulez. En fait, ce que va faire le navigateur, c'est que s'il a du réseau, tout de suite, il va faire le traitement qu'on va implémenter dans la slide suivant. Pardon. S'il n'a pas encore de réseau, bah, c'est lui. Même si mon téléphone est dans ma poche dans le métro, bah, dès que je vais retrouver de la connectivité, grosso modo, même si mon téléphone est dans la poche, c'est lui qui va se réveiller pour dire tiens, tu as demandé une synchronisation. Tiens, je viens de détecter que tu as retrouvé du réseau. Bah, je vais faire le traitement nécessaire pour sauvegarder en base l'action que tu viens de demander. Donc en fait, je vais émettre cette demande de synchronisation et ensuite, comme le seul fichier qu'on vient d'implémenter, qui est encore actif, même quand le navigateur, mon téléphone est dans ma poche ou que le navigateur est éteint, ce genre de choses, c'est le service worker. Bah, c'est dans ce service worker qu'on va implémenter un quatrième événement qui s'appelle sync. Donc là, on va dire que si c'est un événement de type myFirstSync que je souhaite implémenter, voilà, j'ai mis dans une fonction arbitraire doSomeStuff le code nécessaire pour faire le traitement que je souhaite. Donc en fait, dans doSomeStuff, c'est là-dedans que vous allez faire la requête HTTP pour aller persister la donnée que vous souhaitez absolument persister, quelle que soit la connexion de l'utilisateur. Pour partager l'information entre le code principal et le service worker, souvent, on va passer par IndexDB, qui est la base de données dans le navigateur. On va pouvoir sauvegarder des données et ensuite les lire dans le service worker. Il y a plein d'autres sujets qu'on, malheureusement, en une heure, on n'a pas le temps d'aborder. On n'a pas abordé HTTP2, Fugu, périodique, background sync. C'est un peu comme le background sync, mais avec une syntaxe un peu comme les tâches cron. On va pouvoir dire toutes les n secondes exécuter un traitement, par exemple. On a les notifications, ce genre de choses. Merci à tous. J'espère que cette présentation vous a plu. Je reste à votre disposition pour
vos questions. Merci beaucoup, Emmanuel. Il me semble qu'on a reçu 2 questions auxquelles tu as répondu au fil de l'eau, donc tu étais à jour. On va vous les... Avant de continuer, je vais peut-être poser la question pour gagner Oui, un exemplaire, comme ça laisse j'allais te les le dire. gens… Parfait, j'allais oublier, j'en étais sûr. Pour gagner un exemplaire, vous avez qu'à répondre dans le chat, dans le chat, c'est mieux, Fanny, dans le chat ou dans les questions? Dans le chat? Dans le chat, ouais. Dans l'onglet chat. Vous pouvez citer, donc on va poser une question et toutes les bonnes réponses, on aura un tirage au sort juste après. Quels sont les 3 événements principaux qu'on doit écouter dans un service worker pour mettre en cache des ressources statiques? Donc, on a vu 3 événements pendant la présentation. Il faut juste les citer. Voilà, simple. Bah merci. On reçoit déjà des réponses. Et on a reçu entre-temps, du coup, une nouvelle question de Guillaume qui demandait « Safari a longtemps fait une forme de résistance, sentant une menace pour leur juteux App Store. Qu'en est-il du support des PWA aujourd'hui ?» C'est sûr que Safari est la brebis galeuse des navigateurs à l'heure actuelle. Il y a certains trucs qui ne sont pas encore supportés, comme le fichier manifeste, ce genre de choses. Les service workers, ils commencent à y réfléchir. Non, je pense que c'est supporté maintenant, les service workers. Mais il y a quand même certains trucs qui ne sont pas encore disponibles. Notamment, ensuite, j'en ai pas parlé pendant la présentation, mais la publication sur les stores. Sur Microsoft, le store Microsoft, on peut indexer des PWA. Sur le store d'Android, on peut packager des PWA dans des applications natives via ce qu'on appelle les Trusted Web Activities. Et ensuite, pour iOS, il n'y a pas de solution pour l'instant. Il n'y a pas de nouvelle solution. La seule solution qui existe, c'est celle qu'on avait depuis que je pense que je suis sorti d'école, 2009-2010. C'est des solutions comme Cordova ou PhoneGap pour packager des applications web dans des IPA pour iOS. Donc, c'est les seules solutions pour l'instant. Mais il y a quand même toujours des fonctionnalités qui ne sont pas supportées par Safari. Mais comme on a un côté progressif, je ne vais pas dire que c'est pas grave, mais c'est moins grave parce que les utilisateurs de Safari ont quand même une application fonctionnelle. Et une autre question de David qui vient d'arriver. Est-ce qu'on peut espérer avoir des notifications qui fonctionnent pour iOS? Alors ça, c'est la deuxième fois qu'on pose cette question. Moi, je suis pas un utilisateur iOS, donc c'est la deuxième fois qu'on pose des questions. Je vois pas pourquoi ça marcherait. Après, je suis pas un expert Safari, hein, mais comme on se base sur quand on emploie des notifications, on a un protocole de notification qui s'appelle la Push API de mémoire, où on a dans l'URL, en paramètre, pardon, l'URL du endpoint du service, soit Google, soit Safari, à appeler pour émettre des événements. Donc ça existe. Je vois pas pourquoi. Alors, à part si David tu me dis que ça marche pas du tout pour l'instant. En tout cas, j'ai pas retesté depuis longtemps. On va vérifier en live. Push event. Push event. Ah non, j'ai dit des bêtises. C'est pas encore supporté. C'est supporté que par les navigateurs Edge, Firefox et Chrome pour l'instant. Mais donc j'ai pas une date précise à te fournir, David. J'ai pas mes petits papiers chez Safari. Mais Merci beaucoup, Emmanuel. Je pense que c'était la dernière question. Je vous ai remis à l'écran donc le site des Malt Academy si vous êtes arrivé en cours de route et que vous souhaitez consulter le replay justement de cette Malt Academy. Elle sera disponible à peu près dans une semaine certainement donc sur le site Malt Academy. Vous pouvez encore une fois regarder donc le programme des prochaines semaines et consulter, proposer aussi d'en animer vous-même. Ce qu'on va faire, Emmanuel, c'est que je t'enverrai du coup la liste de toutes les bonnes réponses et puis je te laisserai du coup faire le tirage au sort. Ça roule. Pour répondre à Franck qui demande qu'est-ce que c'est Fugu, c'est juste un ensemble de spécifiques de nouvelles API qui sont en train d'être implémentées dans l'écosystème. J'aime pas dire ça. Si des gens de Chrome m'écoutaient, ils vont hurler, mais pour moi, Fugu, c'est juste un terme marketing sur un ensemble d'API qui vient de sortir. Pour, par exemple, avoir une interface graphique uniforme pour du paiement, pour avoir
le système de lecture d'SMS pour récupérer des codes OTP, pour pouvoir accéder aux listes des contacts de l'utilisateur, ce genre de choses. Très bien. Est-ce que tu avais d'autres informations à communiquer? Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, Emmanuel? Mon Twitter est ouvert, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ouais, Je serai je vous ravi le d'y renvoie. répondre. C'est vrai que je vous l'ai partagé tout à l'heure en début de formation, mais pour ceux qui sont arrivés en cours de route, hop, je vous repartage le lien du compte Twitter, le lien également du profil d'Emmanuel, et je pense qu'on est bon. Merci beaucoup encore une fois, Emmanuel, d'avoir proposé d'animer une Malte Academy. On sera ravis de t'accueillir quand tu veux pour de nouveaux sujets. Merci à tous d'avoir Merci été bien. présents, et puis à très vite. À bientôt. Au Salut. revoir.